Docteur Simi Epstein, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour tenter de nous aider à décrypter ce discours foncièrement antisémite, anti-juif et même négationniste, comme l'ont dit beaucoup hier et avant-hier, de Mahmoud Abbas lundi soir devant le Conseil national palestinien. Alors, on a cité à de multiples reprises ces déclarations, ces accusations selon lesquelles ce n'était pas l'antisémitisme qui avait provoqué la Shoah, mais le comportement social des Juifs, leur relation avec l'argent. Il a parlé d'Hitler qui avait favorisé l'émigration des Juifs allemands, ou voulu favoriser l'émigration des Juifs allemands en permettant de transférer leur argent dans la banque anglo-palestinienne. Toutes sortes de déclarations sur le fait qu'il n'y avait pas de rapport entre le peuple juif, la terre d'Israël, les Ashkénazes qui n'étaient pas de véritable ascendance juive, mais des Khazars. Enfin, toutes sortes de déclarations qui sont plutôt choquantes, même si on avait été habitué d'une certaine manière à un discours négationniste de Mahmoud Abbas. La première question que je voudrais vous poser avant de revenir sur l'ensemble de ce discours, c'est d'où s'est-il inspiré pour raconter, on va dire, ces mensonges, ces sornettes? Alors, puisque c'est un discours très long, et c'est un discours qui se veut documenté, il indique ses sources, et effectivement, elles auraient été faciles à identifier, mais il les indique. Alors, tout ce qui concerne, par exemple, la responsabilité des Juifs dans l'antisémitisme. Parce que ce qu'il dit, c'est pas simplement que les Juifs sont responsables de la Shoah par leur comportement, mais il dit de manière plus générale, les Juifs sont responsables de l'antisémitisme. Il cite trois origines et trois auteurs. L'un, c'est Marx lui-même. D'abord, il le confond avec Staline, ensuite il dit que c'est Marx. Oui. C'est le fameux pamphlet de Marx de 1844. Il cite Abraham Léon. Abraham Léon est un juif trotskiste en Belgique qui a publié un livre que les trotskistes utilisent jusqu'à aujourd'hui sur la question juive. Abraham Léon sera lui-même déporté et tué pendant la Seconde Guerre mondiale, mais son livre sert jusqu'à aujourd'hui aux trotskistes pour montrer que l'origine de la question juive, c'est en fait le rôle que les Juifs jouent dans la société, et notamment dans la société capitaliste. Et la troisième personne qu'il cite est aussi un trotskiste, qui a dû dire plus ou moins la même chose, bien que moins avancé qu'Abraham Léon, qui s'appelle Isaac Deutscher, qui était un théoricien du trotskisme. Et donc, là, il y a trois sources qui sont très claires, qui proviennent d'une littérature qui n'est pas nécessairement antisémite. Abraham Léon n'est pas antisémite, Deutscher n'est pas antisémite, mais qui présente les Juifs et l'antisémitisme sous un angle qui se veut social ou marxiste, si vous voulez, et qui aboutit en fait à cette notion de responsabilité juive dans ce qui va leur arriver. La deuxième source qu'il utilise concernant l'aide soi-disant apportée par Hitler aux sionistes, c'est un courant traditionnel qui existe dans la littérature antisioniste et antisémite. Il y a une partie des sources sont soviétiques directement, dans la littérature soviétique des années 50 et 60 dirigée contre le sionisme, et une partie des sources sont aussi d'origine d'extrême gauche, y compris d'une extrême gauche juive. Par exemple, l'accord de transfert, qui est un accord de transfert qui a permis à des dizaines de milliers de juifs allemands de quitter l'Allemagne et de venir s'installer en Palestine. Ça a bel et bien existé, cela. Ah, bien entendu. L'accord a existé et c'était un accord absolu. D'abord, il a été négocié avant l'arrivée d'Hitler. C'est ça, il date de 1932 voilà. et pas de 1933. Il a été appliqué à partir de 1933. Il a permis à des dizaines de milliers de juifs allemands de faire leur alia. C'est ce qu'on a appelé la cinquième alia, la alia hamishit, vous voyez, de 1933 à 1936. Ça a permis de sauver des dizaines de milliers de juifs. Et le but, du point de vue d'Hitler, n'était pas du tout d'aider la Palestine ou d'aider les juifs. Simplement, Hitler était en phase de faiblesse. Si vous voulez, le nazisme était en phase de faiblesse. Et donc, les persécutions contre les juifs à cette époque étaient encore limitées. Étaient en phase de faiblesse parce que l'armée allemande n'était pas encore reconstituée. Et donc, Hitler avait accepté l'idée qu'il fallait se montrer relativement modéré vis-à-vis des juifs dans les premières années, vous voyez, 33, 34, 35, 36. Donc c'est quelque chose en fait qui a permis la sauvegarde des Juifs. C'était pas du tout une aide au sionisme apportée par Hitler, c'est une interprétation monstrueuse, absurde. Et le dernier point, alors là, qui est le point des Khazars, ça aussi, les Khazars, à savoir le fait que les Juifs ashkénazes seraient d'origine turque. La 13e tribu. La fameuse 13e tribu. Alors,
il cite Arthur Koestler. Arthur Koestler n'a jamais dit ça. Arthur Koestler a fait une étude sur les Khazars, qui est une étude intéressante de voir comment il y a eu des conversions, effectivement, au judaïsme à la fin du premier millénaire dans ces régions, vous voyez, d'Ukraine, Balkan, il y a eu des conversions au judaïsme, effectivement, mais ça n'explique pas tout le judaïsme ashkénaze, voyez-vous. Au contraire, le judaïsme ashkénaze, il vient de France et d'Allemagne, il s'est déplacé vers l'Est. C'est totalement faux du point de vue scientifique. Je veux ajouter que ça a été repris par un universitaire israélien farfelu, Shlomo Zand, dans son livre sur le peuple juif, parce que ça lui permet de montrer que les juifs d'aujourd'hui ne sont pas des vrais juifs, voyez. Alors, c'est une direction aberrante, et c'est pas du tout ce que Koestler avait dit, voyez-vous. C'est une déformation de l'analyse d'Arthur Koestler. Alors, qu'est-ce qui lui a pris, concrètement? Pourquoi a-t-il fait ce discours, et pourquoi un tel discours aussi, on va dire, documenté, entre guillemets? Qu'est-ce qui lui a pris à Mahmoud Abbas, à votre avis? Alors là, je dois dire que moi, même en vieux spécialiste de l'antisémitisme, qui devrait ne pas trop s'étonner de ce qu'il entend, j'ai été étonné parce que le narratif palestinien dominant est un narratif antisioniste, mais non pas antisémite, antisioniste, légitime de leur point de vue, si vous voulez, qui disait que la déclaration de Balfour était une injustice. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas antisémites. Elles ne sont pas nécessairement vraies sur le plan historique et elles ne nous font pas plaisir, mais elles sont légitimes, vous voyez. Là, il est allé bien au-delà, et il a touché il a voulu faire une espèce d'exposé théorique de fond sur la question juive. Il a, vous voyez ce que je veux dire, en empruntant ce qu'il y avait de plus pernicieux, ce qu'il y avait de plus faux, ce qui est le plus exagéré, vous voyez, dans une littérature qui existe, qui pour l'essentiel est une littérature d'extrême gauche. Je dois dire, là, les sources sont plus d'extrême gauche que d'extrême droite, comme source. C'est intéressant. Et pourquoi il a tenu à faire cet exposé théorique? Parce que c'est frappant, avec des sources, des documents, vous voyez, pas des documents, Est-ce qu'à votre avis, ça pourrait être lié, par exemple, au fait que on célèbre ces dernières semaines le 70e anniversaire de l'État d'Israël, et que on s'inspire en Israël aussi, bien entendu, de l'histoire, et de l'histoire du peuple juif, de l'histoire de la renaissance du sionisme moderne après la guerre, etc. C'est sa volonté d'exprimer, on va dire, sa version à lui des faits? Oui, c'est possible. Il y a un narratif juif qui est un long narratif et compliqué. Lui, il présente un narratif contraire, long et compliqué aussi, et dit-il, documenté, vous voyez, avec des références. Il faut avouer que ce n'est pas la première fois, puisque on l'a déjà dit, Mahmoud Abbas, dans sa thèse de doctorat, avait développé un argumentaire négationniste concernant la Shoah, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et les sources documentaires dont j'ai parlé, il les avait déjà utilisées dans son doctorat. C'est-à-dire, il n'a pas fait des nouvelles recherches maintenant. On ne lui a pas demandé à quelqu'un de faire des nouvelles recherches, vous comprenez? Il a simplement ressorti de son doctorat et de sa mémoire, et puis peut-être de quelques dossiers, il a ressorti des documents qu'il avait déjà utilisés à l'époque. Vous voyez, ou des documents ou des directions de recherche qu'il avait utilisées à l'époque. Lorsque vous dites, Simi, que en général les Palestiniens défendent un argumentaire qui est plutôt antisioniste, on le voit souvent même dans la manière de parler des Palestiniens. Les Palestiniens, lorsqu'ils parlent des Israéliens, ils ne parlent pas des Israéliens, ils parlent de Yahoud, ici ils parlent de Juifs. On l'a vu en particulier ceux qui ont suivi la série Fauda, qui présente de manière assez impressionnante ces relations entre Israéliens et Palestiniens. On voit que le narratif palestinien, lorsque l'on parle des Israéliens, eh bien c'est de parler des Juifs. Donc il y a quelque chose, il y a un fond antisémite, on va dire, ou anti-juif profond. Oui, absolument. Mais là, vous parlez des expressions populaires utilisées au niveau des populaires. C'est le reflet d'un état d'esprit, on va dire. Mais pendant très longtemps, la propagande officielle de l'OLP, et je remonte même à des textes qui sont parus dès que Arafat a pris le pouvoir à l'OLP, vous voyez, en 1968-1969. La propagande officielle de l'OLP veillait à éliminer toute référence à l'antisémitisme et à se concentrer sur les notions de colonialisme, déclaration Balfour, la prise d'un pays par un autre peuple. Vous voyez, un pays où il y avait un peuple
par un autre peuple, mais sans entrer dans le détail de qui étaient ceux qui sont venus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient présentés comme des envahisseurs ou des colonisateurs, mais on n'essayait pas de retracer leur histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait une espèce de narratif qui était aussi destiné à la propagande extérieure, qui était aussi destiné bien entendu aux Européens, vous voyez, qui n'auraient pas accepté de manière trop brutale un antisémitisme. Et ce qu'il y a de frappant dans ce que fait Abou Mazen, c'est vraiment frappant, c'est que il revient, enfin, si vous voulez, il sort du cadre de cet antisionisme, si vous voulez, officiel, vous voyez, qui officiellement prétendait n'être pas antisémite, et il entre dans sa propre version de ce qu'a été l'histoire juive, parce que c'est un résumé d'histoire juive qu'il a fait, un résumé d'histoire de l'antisémitisme. Vous voyez, il dit, et c'est ça qui est absolument étonnant, il est en plein dans un narratif hostile aux Juifs, hostile à l'existence juive, justifiant l'antisémitisme par le comportement des Juifs, vous voyez, toutes les choses que nous qualifions à juste titre, enfin, je veux dire, pas seulement nous les Juifs, mais que, disons, tous les chercheurs et tous les responsables qualifient d'antisémites. Vous pensez qu'un tel discours peut modifier l'approche que, par exemple, les Européens en particulier peuvent avoir de Mahmoud Abbas, du problème palestinien, ou on a eu le sentiment, en tout cas, les médias européens et français en particulier ne sont pas vraiment attardés sur ce discours? On en a un peu parlé, j'ai vu quelques remarques, mais bien entendu, ceux qui soutiennent le narratif palestinien par antisionisme ou par antisémitisme déguisé continueront à le faire. C'est-à-dire, ce n'est pas suffisant, si vous voulez, ça ne modifiera pas leur attitude. Ça peut modifier l'attitude des gens qui sont déjà un peu hésitants quant à, vous voyez, qui a raison et qui a tort dans le conflit israélo-palestinien. Mais en tout cas, c'est frappant, c'est la volonté de réécrire une histoire. Vous voyez, c'est un discours assez long avec des sources. C'est pas une petite mention, c'est pas une petite référence. C'est délibéré et préparé, en fait. Libéré, et on peut même dire que c'est pensé, vous voyez. Oui. C'est le fruit d'un... Bon, c'est vrai que les sources, il les connaissait depuis très longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas fait une nouvelle recherche. Mais c'est profond, si vous voulez, et c'est construit. Voilà. Oui, on aurait tendance à dire que peut-être, sans faire de la psychologie à trois sous, que c'est peut-être l'expression d'une frustration du leader palestinien face, on va dire, d'un côté justement l'État d'Israël qui est aujourd'hui considéré comme une véritable réussite, une puissance, de voir que le peuple palestinien est toujours dans la situation dans laquelle il était, on va dire, il y a 70 ans et même pire peut-être. Écoutez, ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça exprime quelque chose de profond chez lui. C'est-à-dire, ça exprime quelque chose qu'il ressent véritablement. Et maintenant, pourquoi a-t-il décidé d'en faire un discours officiel je dois dire, c'est assez impressionnant parce que c'est une rupture de la ligne officielle palestinienne qui faisait très attention à réprimer toute manifestation antisémitisme. Eh bien, Dr Simi Epstein, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ce discours qui suscite de nombreuses réactions en Israël, aux États-Unis, un petit peu moins, je le disais, donc en Europe, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé à mieux comprendre ce qu'a voulu dire Mahmoud Abbas, même si ce qu'il a voulu dire est particulièrement choquant. Merci beaucoup et bonne journée. Shalom. Shalom, merci. Voilà, il est 8h28 sur Studio Qualita. Nous marquons une pause et on se retrouve avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.